Amis de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais trop pourquoi il me vient à l'esprit d'esquisser un parallèle entre Haïti et Israël. Dans notre désir d'aider nos compatriotes à reprendre espoir, quoi de mieux que de nous référer à la Bible, que de nous référer au peuple qui fait référence à tous les peuples de la terre, le peuple que Dieu a voulu pour modèle, pour être son témoin. Quoi de mieux que de plonger les regards dans la parole sainte en vue d'une solution adéquate aux problèmes qui ravagent notre cher Haïti. Donc, je m'en vais, madame, monsieur, essayer à travers des faits d'histoire, tant de l'histoire moderne d'Israël que de l'histoire biblique, tâcher de comprendre notre situation et vous dire que tout n'est pas perdu. Tous les peuples de la terre, à un moment donné de leur existence d'État-nation, ont connu des moments tristes, des moments peu glorieux, tels que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'Haïtiens. Et s'ils ont pu passer le cap, nous aussi, avec Dieu, avec notre intelligence et avec notre force, eh bien, nous saurions vaincre les difficultés de quelque bord qu'ils viennent. Je suis votre serviteur et ami et c'est avec ces mots d'espoir que j'entre chez vous. Je suis le pasteur Yvan Dalzon. Israël et Haïti, deux peuples au destin atypique. Israël, c'est le seul petit pays au monde qui ait une vocation de salut universel. N'est-il pas vrai que de Jérusalem, la parole est sortie et elle a gagné le monde entier? De même, dans un autre angle, Haïti est le seul petit pays au monde qui ait une vocation de liberté universelle. En effet, après l'indépendance de 1804, le premier chef d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, a investi dans une flotte navale pour exporter la révolution haïtienne à travers la Caraïbe et jusque sur les côtes de l'Amérique du Sud. Deuxième singularité, vous en conviendrez avec moi,
Israël, c'est le seul État juif du monde, avec 13 millions d'habitants et 5 millions dans la diaspora. L'État juif compte à peu près 18 millions de personnes. Là encore, Haïti n'est pas un reste de cette singularité pour la simple et bonne raison que Haïti, c'est le seul État francophone de la Caraïbe, de l'Amérique latine. Presque tous ses voisins parlent espagnol, sauf notre Haïti chéri, où l'on parle anglais, où l'on parle créole, où l'on parle français. Et Haïti compte 11 millions d'habitants, si l'on se réfère aux statistiques de 2010, les dernières statistiques que je connais, dont j'ai les chiffres en tête. Et puis, on pense que la diaspora haïtienne s'élève maintenant à environ 3 millions de personnes. Et comme l'État juif, la plus grande communauté juive en dehors d'Israël, en dehors de Eretz Palestine, se trouve aux États-Unis avec environ plus de 500 000 juifs. Et la plus forte communauté haïtienne en dehors des États-Unis d'Amérique, après probablement la République dominicaine, se trouve à coup sûr aux États-Unis d'Amérique. Autre fait où les deux nations se ressemblent, Israël a passé 430 ans en Égypte, 400 ans en esclavage. Et Haïti a passé plus de 3 siècles en esclavage. Et laissez-moi souligner ces deux rapports que l'on a tendance à oublier. Pour avoir passé 400 ans en Égypte, et c'est à la sortie d'Égypte que la famille de Jacob va se constituer en tant qu'État-nation, on peut, sans crainte d'être contredit, parler de racines africaines de la nation d'Israël. Parce que l'Égypte est un État de l'Afrique. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. De même que la nation haïtienne a été formée d'esclaves qui ont été arrachés de force sur les côtes de l'Afrique, de Guinée, de Dahomey, de Ouida, du Congo, etc. Et cela explique les résurgescences idolâtres de ces deux nations. Dieu a dû en maintes fois punir Israël à cause de son idolâtrie. Et Haïti, qui se voue au culte des rois, peut faire aussi le cas de sanctions divines, sans que ces sanctions
disent que le peuple haïtien soit un peuple maudit. Pourquoi Haïti n'est pas maudit? Premièrement, parce que je suis chrétien, ou je suis pasteur, ou je suis fils de Dieu. Parce que j'ai une congrégation de croyants en Dieu, c'est-à-dire d'enfants de Dieu. Et au moment où je vous parle, nous sommes près de 50% de la population haïtienne qui confessent leur foi en Christ, leur foi en Dieu. C'est assez intéressant de le souligner. Autre fait historique assez similaire aux deux nations, le libérateur d'Israël, qui est Moïse, est né non pas en Israël, il est né sur les bords du Nil, en Égypte. Et vous allez être d'accord avec moi aussi que Moïse a passé 40 ans en Égypte. C'est-à-dire que Moïse est égyptien. Est égyptien. Il est africain. Donc on peut dire qu'il a une double nationalité. Une nationalité africaine, une nationalité égyptienne et une autre nationalité en tant qu'hébreu. De même également, celui qui a orchestré la révolution, la révolte des esclaves dans la nuit du 22 au 23 août 1791, c'est Boukman. Boukman n'est pas né sur le sol haïtien. Boukman est né à la Jamaïque. Oh, fait assez frappant comme ressemblance. Et laissez-moi poursuivre ma logique pour bien comprendre combien Haïti et Israël sont proches. Rappelez-vous que c'est à la suite de 10 plaies, des plaies répugnantes, des plaies éprouvantes, des plaies terrifiantes, que Dieu a forcé les Égyptiens à laisser partir son peuple hors d'Égypte. Et vous savez que la plaie, la mort des 10 premiers-nés a définitivement terrorisé la population égyptienne, que Pharaon a dû se résigner à quitter, à autoriser les Hébreux, les esclaves hébreux, à partir vers le pays promis, la terre de Canaan. Même fait d'histoire. Lorsque en 1802, en février 1802, une flotte de 22 000 hommes sur plusieurs vaisseaux de guerre en provenance de la France ont accosté sur la terre de Saint-Domingue pour réduire les esclaves
en rébellion pour les ramener sur les habitations, eh bien la guerre de l'indépendance a abouti à ce que l'on sait, la geste de 1804, l'indépendance du premier État nègre du monde entier, du nouveau monde. Eh bien, cela a été le résultat de faits concordants, de concours, de circonstances qui ont pesé en faveur des révoltés africains. Des rivières ont été empoisonnées, on pourrait dire, comme ce fut le cas pour les eaux changées en sang, les rivières ont été empoisonnées, les routes ont été défoncées et puis les habitations saccagées. Pareil à la crise des sauterelles, pareil à la plaie des sauterelles, à la plaie des grelons, la grêle qui a ravagé, détruit une bonne partie. Et puis les moustiques, eh bien, ont entretenu un climat d'enfer et au point que la plus grande partie des troupes napoléoniennes conduites par Rochambeau la plus grande partie de l'armée française a été décimée par la fièvre jaune. Faites le parallèle avec la mort des 10 premiers-nés. Et puis, notre armée de va-nu-pieds a porté l'estocade finale pour emporter haut la main avec le génie de Toussaint Louverture, le génie de Jean-Jacques Dessalines pour conquérir vaillamment l'indépendance d'Haïti. Et ce fut le 1er janvier 1804. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous faire savoir? J'interprète le passage de la mer Rouge, le passage à travers la mer Rouge par les Hébreux, où les eaux se fendirent, s'élevèrent en barrage, creusant un tunnel, peut-être le premier de l'histoire, pour laisser passer Israël. Et après quoi, elle se referme sur Pharaon et son armée, et engloutir Pharaon et son armée. J'interprète ce fait d'histoire en face d'un autre fait que je considère comme un équivalent. On doit se dire que grâce au blocus continental imposé par l'Angleterre, vous savez que l'Angleterre c'est la reine des mers, donc avec sa flotte navale au 19e siècle, fin du 18e siècle, la France n'a pu, la métropole n'a pu ravitailler en troupes et en armes, eh bien, l'armée qui se trouvait dans la colonie et qui était décimée. Et donc, sevrée de tout appui, l'armée française a subi
les vagues d'une population décidée à vivre libre ou mourir. N'oubliez pas l'apport du blocus continental, comme les eaux en barrage avaient protégé les Hébreux de l'armée de Pharaon. N'est-ce pas merveilleux? Laissez-moi poursuivre. Savez-vous que puisque Moïse a été élevé dans la cour de Pharaon, depuis que la fille de Pharaon, Hatshepsut, l'a découvert au bord du Nil et l'a adopté comme fils, Moïse était prince d'Égypte. Il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Acte 7, verset 20. Il a été prince d'Égypte. C'est-à-dire, il était pressenti roi d'Égypte, pressenti Pharaon à la mort de Pharaon. Eh bien, encore ce fait trouve son parallèle dans l'histoire nationale où Toussaint Louverture. Et c'est extraordinaire. Rappelez-vous que Moïse a vécu 40 ans en Égypte. Eh bien, c'est le même fait pour Toussaint Louverture. Toussaint Louverture a vécu 40 ans en esclavage. N'oubliez pas que Toussaint Louverture était le petit-fils de Gaouguinou, roi des Aradas. Et fait assez singulier comme ça, ce petit-fils de roi vécut plus de 40 ans en esclavage. Il était prince. Alors, vous pouvez comprendre la noblesse de son action, comme vous pouvez comprendre que vous pouvez comprendre à la lecture des 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est à raison que l'on dit de Moïse qu'il est le plus grand de tous les prophètes, celui qui voit plus loin, le visionnaire. N'oubliez pas que la première constitution écrite par un noir, eh bien, ce fut sous la plume de Toussaint Louverture en 1801, lorsqu'il a promulgué, et c'est extraordinaire, lorsqu'il a promulgué la Constitution de 1801 et qu'il a envoyé une copie à Napoléon Bonaparte en disant le premier des Noirs au premier des Blancs. C'était une déclaration d'indépendance avant la lettre, c'était un acte pour déclarer l'autonomie de Saint-Domingue. Waouh! Je pourrais multiplier à l'envi les correspondances entre ces deux peuples. Et comme Haïti, si vous lisez le livre des juges, qui comporte à peu près 21 chapitres, vous allez voir, est-ce que vous savez que le livre des juges couvre une période d'instabilité en Israël, une période de guerre civile en Israël après la mort de Moïse, après la mort de Josué, une période
d'instabilité de 450 ans. 450 années d'anarchie avant la période de l'âge d'or d'Israël. Cela me fait aussi comprendre que le cas d'Haïti n'est pas perdu. Après nos temps d'atermoiement, de tergiversation, de tâtonnement, on va finir par prendre le cap et trouver notre vitesse de croisière vers les rives de prospérité, vers les rives de grandeur où notre destinée nous appelle. Israël, après la mort des 3 premiers rois, Saül, David, Salomon, après cette époque considérée comme l'âge d'or du royaume d'Israël, Israël a été divisé en deux. Il y a eu le schisme qui est survenu à la mort de Roboam, à la mort de Salomon, et le pays a été divisé en royaume de Juda, dirigé par Roboam, le fils de Salomon, le royaume du sud, appelé Juda, qui a eu pour capitale Jérusalem, et le royaume du nord, appelé Israël, qui a eu pour capitale Samarie. Un fait assez similaire se produit après la mort du premier chef d'État haïtien, Jean-Jacques Dessalines. L'empereur Jacques Ier, assassiné au Pont-Rouge le 17 octobre 1806. Le pays a été divisé en deux. La République de l'Ouest avec Pétion et le royaume du Nord avec Christophe. Et comme Haïti, Israël a alterné entre le bon et le moins bon. Surtout quand les puissances étrangères de la zone ont joué à la déstabilisation du climat politique, social. Lorsque ces puissances se déchiraient entre elles pour avoir l'hégémonie du croissant fertile, et de petits États tels que Israël ont fait la proie de ces rivalités. Haïti se trouve dans une route commerciale très fréquentée. Et Haïti se trouve, j'emploie le mot de ce président mexicain ou encore de cet écrivain hispanique qui a dit Haïti se trouve trop près des États-Unis d'Amérique. Et Haïti n'échappe pas malheureusement aux rivalités ou on n'échappe pas aux velléités impérialistes des États-Unis d'Amérique. Depuis la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Et puis, le fait que Cuba était devenu un État communiste,
le fait que Nicaragua était un État communiste, les États-Unis se sont trouvés dans l'obligation de financer, de supporter les dictatures dans la zone et en Amérique pour se protéger au moment de la guerre froide. Et ça a donné ce que vous savez en Haïti. Et puis, vous savez qu'après 1986, l'ONU, la MINUSTA, la BINU, etc. Quel autre nom les Nations Unies et de quel autre nom les Nations Unies ne se sont-elles pas affublées pour jouer les troubles faits en Haïti, que ce soit avec la frappe, que ce soit avec les soldats de la BINU, de la MINUSTA qui ont violé, qui entretiennent le kidnapping et autres, alimentant des fantoches à la tête de la République d'Haïti, quitte à démobiliser l'armée haïtienne. Le même cas de figure. Personne, aucun juif, ne veut oublier les stigmates de la Shoah, d'Austerlitz, des fosses de Treblinka, des camps de concentration, des camps gaziers. Personne n'oubliera Hitler. De même que en Haïti, aucun jeune intellectuel ne peut oublier ce qui est survenu dans la nuit du 3 au 15 octobre 1937, ce que l'on appelle tristement les vêpres dominicaines survenues sous Léonidas Trujillo, le gouvernement dominicain. Vous connaissez sans doute l'expression juif errant. D'ailleurs, le mot juif signifie homme de la Judée. C'est un nom qui est venu tandis que les Israélites étaient en déportation. Ils étaient déportés et sémés un peu partout dans le monde, surtout avec l'invasion assyrienne en l'an 722 avant Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes voués aux 4 vents, aux 4 coins. Partout dans le monde, vous allez retrouver des Haïtiens. Nous sommes devenus maintenant les Juifs errants qui courent le monde. Pauvres airs errants, ça et là. Mais non seulement à côté des faits, ces deux, vous convenez avec moi que ces faits sont assez troublants, ces coïncidences sont assez troublantes, au point que, sans même se douter, certains, sans même s'en douter, certains se demandent si Haïti n'est pas une tribu perdue d'Israël. Par l'éducation, par la culture et par notre manière d'être, il y a beaucoup d'éléments qui plaident en faveur d'une souche commune. Mais laissez-moi refroidir votre peut-être votre enthousiasme sur ce point, sur la question. Vous savez que Haïti a été les Haïtiens, les esclaves, les bossals
ont été arrachés de partout en Afrique. Et puisque les 10 tribus déportées, dispersées hors d'Israël, ont certainement été déployées en Afrique, c'est sûr qu'avec le commerce triangulaire, il y a eu quelques éléments, quelques individus, quelques groupes et même, et voire quelques familles juives à avoir subi ces déportations de force. Mais de là à dire une tribu entière, j'en doute. Cependant, laissez-moi poursuivre avec cette étude, et je sais que vous allez l'aimer parfaitement. Entre Haïti et Israël, les deux peuples développent une sympathie mutuelle. Au point que, lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, qui a occasionné la mort de 300 000 personnes, selon le chiffre officiel du président de la République d'alors, le président René Garcia Préval, la première nation étrangère à s'être trouvée sur les lieux pour porter concours aux Haïtiens, ce fut les Israélites, ce fut un contingent d'armée, de l'armée israélite. Un journaliste qui a questionné le général responsable des opérations en Haïti s'est vu répondre ce que je cite nommément de mémoire: Haïti et Israël ont des intérêts mystiques en commun. Et je ferme la parenthèse. Est-ce que vous savez que lorsque le 29 novembre 1947, à l'ONU, il a fallu un vote pour reconnaître l'entrée de l'État d'Israël dans le concert des nations, ce fut le vote du chancelier haïtien, son Excellence Émile Saint-Lô, qui a définitivement marqué l'événement et qui a permis que le 9 mai, l'État hébreu a pu célébrer 9 mai 1948 avec pompe, à grande pompe, leur nouvelle indépendance. L'information que je vais vous communiquer, je ne l'ai pas vérifiée, mais on me dit que depuis lors, les Haïtiens n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Israël. Un signe de reconnaissance de ce geste magnanime d'un grand homme d'État haïtien, Émile Saint-Lô. Et non
notre histoire avec Israël ne s'arrête pas là non plus. Au cours de la période 1939 et peut-être avant ça, jusqu'à 1945, pendant laquelle Hitler persécutait les Juifs à outrance et les Juifs étaient pourchassés dans le monde entier, dans toute l'Europe. Saviez-vous que le gouvernement haïtien de l'époque est le seul pays qui ait offert la nationalité haïtienne à tout juif? C'est pourquoi maintenant il y a une bourgeoisie juive qui prospère actuellement en Haïti. Quel autre fait? Mais je m'en vais finir parce que je sais que je suis déjà trop long. Et je me dis qu'actuellement, on est d'accord avec moi, que l'État d'Israël est un État moderne, un État riche, un État prospère, un État qui peut damner le pion à toute autre nation belligérante de la zone. Si le miracle d'Israël a pu se faire grâce à un visionnaire, Théodore Herzl, qui a pensé l'État-nation, qui a pensé l'État d'Israël, et puis en 1949, son rêve est devenu réalité. Je me permets de rêver. Un pays qui a connu Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Charlemagne Peralt, Leslie François Maninga, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, ce pays est trop grand pour ne pas renaître de ses cendres. Haïti est un phénix. Nous avons fait 1804, nous le referons. On a trop de vertus, trop de force. Et surtout, avec les 50% de la population haïtienne en prière, il me permet de croire que le miracle haïtien est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalson. Au revoir.